Jérôme Colombin à Paris, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Hey, Jérôme, encore une grosse semaine dans l'actualité technologique, numérique sur la planète. Notamment, je ne sais pas si tu as vu passer, c'était la remise de bulletins des grands géants des GAFAM. Ouais. Et là, on a appris cette semaine, donc parce que les rapports trimestriels sont sortis, là, que somme toute, si on arrondit les sommes, Meta, Google et Microsoft, dans les 3 derniers mois, ils ont investi 80 milliards de dollars américains dans leur infrastructure d'IA. C'est dingue. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est la continuité de ce qui avait déjà été entamé, malgré tout. Oh, ouais. Hein, c'est aussi la marque de cette compétition qui n'en finit pas. Et en fait, ils le dépensent dans quoi, cet argent? Principalement dans des data centers, c'est ça, hein. Donc, c'est-à-dire dans du hardware, dans du lourd, dans des infrastructures. J'ai vu que c'est Google qui a décidé de remettre en route une centrale nucléaire pour alimenter cette semaine, en électricité propre, enfin en tout cas en électricité non carbonée. Oui, parce que le nucléaire est relativement propre, quoi qu'on puisse en penser. Et puis, il y a aussi quand même des gros salaires. Il y a eu un peu la course au gros salaire. Ça, c'est du côté de Meta, ça. Ouais, ça, c'est surtout du côté de Meta. Ouais. Mais avec, quand même, on sent qu'ils ajustent un petit peu la voilure, hein, parce qu'il y a eu aussi ils ont resserré les effectifs, il y a eu des départs, etc., etc. Ouais. On a l'impression que, voilà, ils se mettent en ordre de bataille. C'est à celui qui aura la plus grosse infrastructure, la plus grosse force de frappe, les plus gros data centers, et pour offrir le plus de services possible, quoi. Inutile de te dire que nous, on regarde ça d'Europe, mais avec des yeux écarquillés. Alors, pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui regardent ça, on se dit, mais voilà, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du monde? Et bon, ça nous renvoie à une autre image à nous qui, en ce moment, n'est pas florissante. On est sur des sujets complètement plus terre-à-terre, voire archaïques, je n'ai pas peur de le dire. Voilà. Aïe, 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 dur constat. Ouais. Mais tu sais, juste pour revenir sur le cas de Google, ils ont vu déjà, au début de l'année, ils prévoyaient mettre énormément d'argent, mais récemment, j'ai vu qu'ils ont remis leur cadran de projection d'investissement dans l'IA pour 2025, et là, ils sont en train de viser le 100 milliards de dollars. Ça, c'est seulement Google. Imagine. Seulement Google. Ouais, puis de l'autre côté, et ça me fait penser à un papier que j'ai publié cette semaine sur mon carnet, où je disais que maintenant, il y a c'est le Financial Times qui publie un papier là-dessus. Et à l'intérieur de Meta, maintenant, c'est presque au casino, là. Sur le dossier de l'IA, Mark Zuckerberg, parce qu'il est en train de voir les différents joueurs se positionner, maintenant, c'est une course contre la montre. On joue le tout pour le tout. Les millions. Les centaines de millions et les milliards sont là pour investir, pour espérer être le premier dans la course, mais c'est faux. Moi, j'en reviens pas. J'ai jamais vu autant d'argent. Dans l'industrie de la tech, là, c'est vraiment, là, on vient d'atteindre des summums cette année. C'est ce qui relance les inquiétudes autour d'un éclatement de la bulle. Est-ce qu'il y a une bulle? Et s'il y a une bulle, est-ce qu'elle va éclater? Et si elle va éclater, quand et dans quelle proportion? Ouais, à ce sujet-là, est-ce que tu as vu, il y a un article dans l'Express cette semaine, une longue entrevue avec notre ami Yoshua Bengio, et qui lui dit, coudonc, peut-être que ça serait bien qu'il y ait une explosion de la bulle. J'ai vu ça, effectivement, vu de son point de vue, ça pourrait être une espèce de coup d'arrêt auquel lui-même il appelle. Si la raison ne peut pas, enfin la raison... Encore faut-il partager ces raisons-là. Où est-elle la raison? Où est la raison dans cette histoire-là? Non, mais voilà, il fait partie de ceux qui disent attention, il faut mettre le pied sur le frein sur le développement de l'intelligence artificielle. Bon, peut-être qu'un éclatement de la bulle, ce sera une manière de freiner. Ouais, mais sinon, notre rendez-vous n'est pas financé par l'Express, mais je t'invite à aller mettre la main sur l'entrevue. Elle est disponible en ligne ou sinon en papier, là. C'est vraiment intéressant. Bruno, un peu dans le même ordre d'idée, donc ça c'est les investissements, et parallèlement il y a évidemment les solutions d'IA qui continuent de se développer, et puis même des positionnements, des accords. Il y a eu un accord important dans la musique, je crois. Ouais, c'est Universal Music qui poursuit toujours Suno et qui poursuivait Udio, et qui sont les deux gros joueurs là, dans la fabrication par l'IA de musique. Et donc il y a eu une entente
On parle pas de montant, là, c'est rien de public, mais sauf que ce qu'on sait, c'est que Universal Music et Udio vont proposer, probablement en 2026, une plateforme où les gens, ou peut-être qu'on va retrouver ça à l'intérieur de Udio, ça va permettre aux gens de revisiter les œuvres du catalogue de Universal Music avec, pour être capable de pouvoir le faire, la permission des ayants droit. Ça veut dire que chaque artiste, j'imagine que ça va être une question de opting out. Alors, par défaut, le catalogue va être là, et si un artiste veut pas qu'on bidouille ses chansons avec de l'IA, ben, probablement qu'il devra dire, moi, ça m'intéresse pas. Mais s'il le fait, ben, donc ce serait de l'opt-out, c'est-à-dire par défaut, ces chansons pourraient être utilisées, mais s'il veut pas, il se déconnecte, enfin, il le signalerait, quoi. Exactement. Et l'idée là-dedans, ben, c'est de permettre aux gens de pouvoir utiliser les chansons connues pour s'en inspirer, pour faire d'autres créations. Alors, c'est la première entente du genre vraiment importante, surtout avec un gros joueur comme Udio. Maintenant, j'ai hâte de voir s'il va y avoir pareille entente avec Suno. Ou sinon, ils vont poursuivre. Si ils poursuivent la poursuite, ça pourrait coûter très cher, quitte même à fermer le service de Suno, là, parce que la Suno note est salée. La première plateforme permettant de générer de la musique par intelligence artificielle. Ouais. Et qui est ma plateforme préférée de production de musique. D'ailleurs, tout ce que vous entendez quand vous écoutez Mon Carnet, incluant le thème d'ouverture, de fermeture et tous les ponts musicaux à travers, c'est créé chaque semaine en utilisant Suno. D'accord. C'est vraiment génial comme outil. Super. Non, moi, mon habillage a été fait par un vrai humain. Voilà. Oui, j'ai entendu ça. Un vrai musicien humain. Ouais. D'ailleurs, il y a une note qui m'achale de temps en temps, mais ça, c'est une autre question. Jérôme, il y a tellement d'informations, on fait ça en rafale cette semaine. Ton président, c'est, on dit aux Québécois, en québécois, se lâche et lousse. Il a fait une sortie contre les réseaux sociaux cette semaine. C'est quoi cette histoire-là? T'en parlais un peu dans les nouvelles, là, mais c'est quoi exactement? Ouais, il a fait effectivement une sortie, c'est exactement le mot, à propos des réseaux sociaux qui deviennent un problème vraiment crucial, vraiment brûlant en France pour plusieurs raisons, l'addiction des plus jeunes, etc., mais surtout la désinformation et la déstabilisation. Et en fait, si tu veux, en ligne de mire, c'est les prochaines élections, qu'il s'agisse des élections présidentielles en 2027 ou éventuelles législatives anticipées à nouveau, puisqu'on risque d'y retourner vers la fin novembre. Donc, face à ces enjeux qui arrivent, les réseaux sociaux sont des terrains, des champs de bataille aujourd'hui incroyables. Donc, il est monté au créneau, Emmanuel Macron. Il a fait un dégagement sur les réseaux sociaux, une analyse de la situation qui est, il faut le reconnaître, absolument limpide. Il y a tout. C'est pile poil. C'est pile poil. Il a toute la vision du truc. C'est-à-dire qui est à la manœuvre, quels sont les problèmes que ça nous pose. Mais à l'arrivée, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors il dit, il faut lancer un travail de résistance, il faut créer une plateforme d'action, il faut un projet d'action commun, etc. Enfin, ça c'est une considération, mais c'est de la rhétorique politique. Mais en gros, il y a 9 chances sur 10 pour que ça se traduise par serrer les boulons, en fait. Donc, plus de contrôle des réseaux sociaux. On est à deux doigts de dire qu'il faudra mettre sa carte d'identité pour aller sur X ou pour aller sur d'autres réseaux sociaux. Alors, c'est vrai qu'il a eu des images assez fortes parce qu'il dit, par exemple, vous mettez un enfant sur TikTok et qui tape, mettons, le mot islam, au bout du 3e contenu, il va se retrouver avec des contenus salafistes, c'est-à-dire intégriste et dangereux pour la République. Vous prenez n'importe qui sur X, au bout de quelques minutes d'utilisation, on va se retrouver avec des contenus qui viennent d'extrême droite, de plein d'organisations, des contenus très radicaux, qui tendent à monter les gens les uns contre les autres. Et c'est ce qui fait monter cette espèce de mésentente générale. Donc les réseaux sociaux sont vraiment un facteur de décohésion nationale aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Le problème, c'est que on a sans doute les outillages qu'il faut. On a le DSA, le Digital Services Act, au niveau européen. C'est une arme de guerre, mais on ne peut pas l'utiliser. Parce que tout ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, géopolitique aujourd'hui. Et si on sort, c'est un peu comme le nucléaire. Si on appuie sur le bouton, on va se prendre immédiatement des mesures de rétorsion et on va se prendre des droits de douane depuis les États-Unis, on va se prendre du protectionnisme de
de par la Chine, etc. Donc, c'est vraiment pas simple. On ne sait pas trop où on va. On sait qu'on a un énorme problème ici en Europe par rapport aux réseaux sociaux et à leur effet délétère sur la population, notamment chez les plus jeunes, mais pas seulement. Mais on n'a pas les solutions et c'est pire que ça. On a quasiment les mains liées face à ces enjeux-là. Ouais, Donc, mais Jérôme, je veux juste te poser la question. On s'entend que ce virage des réseaux sociaux, il est là depuis la fin de la pandémie. Même pendant la pandémie, on l'avait. Le phénomène a augmenté, je suis d'accord. Ouais, il y a eu les gilets jaunes, etc. Ouais, mais pourquoi le président en parle maintenant? Est-ce que c'est parce que on essaie de changer un peu l'actualité? Oui, alors, tu sais, bien sûr, en politique, il y a toujours un petit jeu. C'est qu'effectivement, il vaut mieux toujours lancer un nouveau sujet sur la table quand tu es embêté par certains sujets. Ça, c'est classique. Mais après, je te dis, il y a des échéances qui approchent. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on fait face à ces échéances? Parce qu'en gros, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Qui est derrière? Qui est à la manœuvre? Et c'est là où je pense que Macron a une vision assez claire du truc. Il sait très bien qui est à la manœuvre derrière. D'un côté, t'as Poutine, d'autre côté, t'as les Chinois. Et qui veulent aujourd'hui, on est leur ennemi numéro un. La France est l'ennemi numéro un de Poutine. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride, c'est-à-dire qu'on n'a pas les chars sur le territoire français, absolument. Ça se passe en ligne. Mais tout se passe en ligne et c'est monstrueux. Tout est fait pour de la déstabilisation. Ça, c'est une réalité. Donc voilà. Ce serait intéressant de voir comment le président va jouer ses cartes. Puis après, ultimement, c'est de voir comment le gouvernement... Après, le président, il ne fait pas tout. Hein. Et en plus, vu les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui, on est retombé dans un régime parlementaire. En fait, où le pouvoir est quand même pour beaucoup au Parlement. Ouais. Et comme le Parlement n'arrive pas à s'entendre, et comme le Parlement mène actuellement des combats d'arrière-garde, si tu veux revenir au XXe siècle, viens en France chez nous, là, en ce moment. Toi, tu es au 21e, 22e. Nous, on est encore au 20e, voire au 19e. Mais Jérôme, rassure-moi, vous avez encore un premier ministre cette semaine? Oui, notre premier ministre est toujours là, je crois. Oui. Il n'a pas changé. Non, celui-là, bon, pour l'instant, il a l'air de tenir. C'est pas très solide, mais enfin, il tient comme, tu sais, comme le funambule sur son fil. Oui, mais profitons-en pour saluer les parlementaires qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y en a. Alors, mais voilà, ils font, pour certains, un vrai travail. Pour beaucoup, je pense, malheureusement, après, on ne va pas faire de ce podcast une émission politique, hein, ce n'est pas le sujet. Et puis, voilà, forcément, on déplairait beaucoup à certains, on ferait trop plaisir à d'autres, etc. Non, mais en essayant de rester, malgré tout, assez neutre... voilà, il y a quand même aussi des petits jeux politiques de bas étage, de très bas étage, qui, vu la situation actuelle, ne devraient pas avoir lieu. Et d'ailleurs, les Français en peuvent plus. Hein. Il y a une méfiance et une défiance vis-à-vis du monde politique actuellement qui est incroyable. Mais ce qui est fou, c'est que les politiques eux-mêmes le disent, mais ils continuent de plus belle, si tu veux. Donc, voilà. Bon, tournons la page de la politique, si tu le veux bien. Mais c'est fou parce que le numérique est politique aujourd'hui. Plus que jamais. Encore plus cette année. Ouais, absolument. Bruno, revenons à des choses bassement matérielles. Est-ce que tu as commandé ton robot humanoïde qui viendra enfin ramasser les chaussettes qui traînent dans ton salon? Oui, et qui va prendre 2 heures pour plier un chandail. Non. Ouais, c'est pas faux. Non, j'attends qu'il soit un peu plus efficace avant de commander. Mais quand même, la note est salée. Hein? D'abord, tu vas me permettre de te reposer la question. Est-ce que toi, tu as commandé le Néo? Non, je ne l'ai pas commandé parce que... Et pourtant, d'abord, je n'ai pas les moyens. Bon, alors, on va dire les prix. Donc, Robot Néo, il est annoncé pour $20 000 l'année prochaine, ou bien 500 € par mois. Ce ne sont que des précommandes. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va sortir. Donc c'est il faut quand même déposer $200 lorsqu'on fait la commande. Oui, en plus. C'est comme la Tesla. Exactement. C'était $100. La Tesla, c'était $100. Donc, c'est pas... au prix de la Tesla, c'est pas très engageant. Mais surtout, j'y crois pas trop à ce robot Néo. Je sais pas pourquoi, je le sens pas trop. La vidéo qu'on voit là tourner sur les réseaux sociaux, elle est sympa, mais on a appris qu'en fait, le robot était quasiment 100% télécommandé. Il n'est pas capable de réaliser de manière autonome ce qu'on nous montre. Donc, c'est encore du concept pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il ne saura pas le faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai un peu des doutes. Je le sens moins que le robot Figure 03 dont on parlait dans le grand débrief tous ensemble avec François il y a quelques temps. Voilà. Et toi? Mais moi, j'ai bien aimé cette semaine, il y avait le Wall Street Journal qui a fait un reportage là-dessus parce que il y a leur reporter tech en tout cas une de leurs reporters tech qui a passé du temps avec le robot à la maison.
Et c'est affreux. C'est Oui, affreux. Parce que, ouais. écoute, je pense que ça lui prend une bonne minute avant d'essayer d'être capable de prendre la porte du lave-vaisselle Oui, je pour l'ai la vu cette vidéo. fermer. Ouais, ouais, ouais. C'est un bon 2 minutes pour plier quelque chose. S'il y a une chaussette qui est par terre, ben là, bon Hmm. courage. Faut presque aller à côté pour l'encourager. Hey, on réessaie, on réessaie. C'est vraiment pas au point. Non. Sauf que, comme tu le dis, je pense que c'est quand on regarde, et d'ailleurs, ils sont transparents. Hein. Là, aujourd'hui, il est là pour apprendre. Alors, les gens qui vont investir, Hmm. qui vont payer 20 000 ça va être des bêta-testeurs et Ouais, slash des entraîneurs de robots. exactement. Parce que quand tu regardes des vidéos qui ont commencé à être publiées, tu vois qu'en mettant ton casque, et donc en te permettant, qui est l'équivalent d'un Quest, là, 3 Hmm. de Meta, tu mets ton casque et tu prends le contrôle du robot et tu vois qu'il fait les mêmes gestes que toi. Hmm. Alors, question de plier, probablement qu'il sera... Si tu investis un bon mois à lui montrer comment plier les choses, probablement qu'à un moment donné, il va être capable de le faire. Ouais, c'est ça, Mais, parce que mais c'est ça dont oui, ils ont t'allais dire. besoin aujourd'hui. C'est de la data pour Oui, entraîner oui. les modèles qui font fonctionner. Oui, puis c'est le même principe de ce qu'on disait la semaine dernière avec François Sorel. Là, aujourd'hui, les livreurs de chez Amazon qui portent des lunettes Hum, branchées, hum, 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 ils hum. accumulent de la data pour les robots de demain. Et c'est la même chose. Les premiers utilisateurs, les premiers propriétaires de robots Néo, ben, ils vont essentiellement faire accumuler de la data à la compagnie norvégienne. Et puis après, ben là, les robots de deuxième génération, ils auront fait de l'acquisition de données, de mouvements, d'apprentissage. Et là, ils seront intéressants. Probablement qu'ils Ouais. seront moins chers aussi. Mais c'est quand même, fallait le faire. C'est quoi? Il y avait le robot d'Elon Musk qui disait que ça allait sortir à 30 000 par année, si ma Ouais. mémoire est bonne. Hum, hum. Alors là, on baisse à 20. Est-ce que Elon Musk va arriver avec son robot en disant c'est 15 000 je sais pas. On va voir. Ouais, ou alors ce prix relativement attractif, c'est aussi parce que justement, dans un premier temps, comme c'est exactement ce que tu viens d'expliquer, c'est que les utilisateurs seront des entraîneurs de robots, donc on va les mettre Ouais. à contribution. Ça voudrait dire que les modèles suivants, au contraire, seraient plus chers. Mais cela dit, ça a souvent été comme ça dans le numérique. Hein. Rappelle-toi les bracelets sportifs, les Fitbit et autres. Tout le monde était content d'avoir un Fitbit qui mesurait les performances sportives ou bien notre santé au quotidien, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'on faisait? On fabriquait de la data pour permettre à Fitbit de s'entraîner et d'améliorer ses algos. Bon, c'est pas choquant. Hein. Alors de là à dire que peut-être que c'est le consommateur qui devrait être payé par les investisseurs de la start-up au lieu de eux-mêmes devoir payer pour acheter le matériel. Ouais, peut-être. Ce serait peut-être un Ouais. modèle à revoir en fait. Est-ce que vous êtes prêt à être payé pour entraîner un robot? Ouais. Why not? Mais là, pour le moment, c'est est-ce que vous êtes intéressé à payer pour entraîner un robot? Eh ouais, c'est ça. Ouais. Bon, en attendant, Bruno, nous qui travaillons énormément et qui n'avons pas forcément toujours le temps de partir en vacances, tu voulais me parler d'un truc. Il y a une bonne nouvelle maintenant, on peut partir en vacances sans partir en vacances, c'est ça? S'inventer de fausses vacances grâce à l'IA. Qu'est-ce que c'est génial. Déjà qu'il y avait des gens qui utilisaient les réseaux sociaux pour s'inventer une vie. Ouais. Là, maintenant, à l'intérieur de l'invention de sa vie, on peut s'inventer des vacances, des voyages. Et c'est assez intéressant. J'ai commencé à remarquer, il y a 3-4 gros joueurs dans le domaine qui, par exemple, je pense à Endless Summer, qui permet pour l'équivalent de 35 américains, tu leur fais le paiement, et après, tu remplis un petit formulaire pour dire à quoi pourraient ressembler tes vacances, à quel endroit tu voudrais te retrouver. Tu leur envoies un selfie de toi-même, Mhm. et puis après, ils t'envoient 300 photos de toi en vacances. C'est pas merveilleux, Et ça? où tu veux, en fait. Ben, où tu veux. Alors, que ce Ouais. soit au Brésil, que ce soit, je sais pas moi, en Afrique, en Asie, en Europe pour un Nord-Américain. L'inverse, un Français pourrait se retrouver à New York, à San Francisco. Mais donc, c'est ça, c'est 300 photos que tu reçois. Et puis après, ben, tu fais ce que tu veux avec. Ouais, c'est merveilleux, ça. Bah oui, On est oui. rendu là. C'est génial. Tu peux effectivement t'inventer une vie et tu montres ça à tes amis. Ce qui est idiot d'ailleurs, parce que chacun sait que Ben, pour vivre heureux, mieux vaut vivre caché et ne pas montrer ses photos de ben oui. vacances. Ouais. Ouais, Mais ça me fait c'est sûr. penser un peu à la vidéo dont je t'avais parlé, qui avait été faite par une IA et qui parlait du prochain iPhone, Mhm. qui n'aurait pas de caméra parce que dans le fond, maintenant, avec les outils d'IA, on pouvait générer soi-même ses propres souvenirs, Mhm. puis même
des souvenirs qui n'existent pas. Et donc, se montrer en train d'être marié, le premier bébé, sans Ouais. être marié et sans avoir d'enfant, c'est vraiment fascinant. Évidemment, d'autres diront c'est apeurant de voir ce genre d'utilisation, mais tout de même, on est rendu là. Puis il y a des gens qui savent flairer la bonne occasion et C'est sûr. développer des produits comme ça. Mais c'est aussi parce que l'IA le permet et permet Ben oui. aujourd'hui de créer ces contenus totalement réalistes. D'ailleurs, je vais te raconter une anecdote qui est un peu dans le même ordre d'idée. Ma fille m'a fait une espèce de poisson d'avril. C'est Halloween, mais elle me fait un poisson d'avril. Mais enfin, c'est Ouais. tellement un poisson d'avril qui m'a fait peur que ça pourrait être un poisson d'avril Halloween. J'étais pas à la maison et puis elle m'envoie une photo d'un type, mais un SDF en train de manger son sandwich assis sur mon canapé dans le salon. Tu vois? Et elle me dit: «Oui, il y a le monsieur qui est venu réparer, l'évier, voilà, maintenant il me demande de l'argent, qu'est-ce que je fais?» Je dis: «Quoi?» Non, 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 non. Je te jure. Et comme ça, quelques messages et cetera. Je l'appelle en panique, je dis: «Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu as fait rentrer ce type à la maison? Mais c'est n'importe quoi, mais tu es folle, mais ah bon? Mais parce que là, il va revenir, il va me demander de l'argent, je lui ai dit que j'en avais pas». Et elle me monte un bobard pas possible et avec cette photo complètement flippante, le type que tu as pas du tout envie de voir dans ton salon alors que ta fille est seule à la maison, tu vois? Ouais. Et cette andouille, bah, c'était un truc que moi j'avais pas vu passer, mais en fait, c'est une espèce de mème qui tourne sur TikTok et qui te fabrique une photo absolument ultra réaliste de ce personnage qui a pas l'air méchant, mais enfin bon, tu sais pas d'où il sort. Et en fait, c'est un truc complètement bidon, quoi, généré par IA, mais c'est vraiment bien fait. Le mix Bon, entre le réel et le virtuel est vraiment étonnant. bon, mais Voilà, fin depuis, de la tu es rentré à blague. la maison et tu as vu qu'il n'y avait personne dans ton salon. Ouais, exactement. Donc, Bon. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? Ben écoute, je suis heureux que tu me poses la question parce que cette semaine à Montréal se tenait le MTL Connect et c'est une grande rencontre. Bientôt, peut-être qu'ils vont changer de nom, ça va devenir MTL Connect Francophonie Mmh. parce qu'il y avait des gens d'un peu partout. Évidemment, il y avait des Européens, mais il y avait aussi une grosse délégation africaine qui était de passage pour parler de numérique sur tous ses aspects, sur tous ses coutures. Et j'ai tiré quelques rencontres de ce qui a été présenté là. Sinon aussi, bien évidemment, on suit un peu l'actualité et aussi, il y a une journaliste, une ancienne journaliste de chez BFM Business qui lance sa chaîne d'actualité finance Ah oui? en France, mais aussi ça intéresse. Moi, j'ai été voir, puis il y a des sujets qui sont transatlantiques, là. Mmh mh, Et mmh. donc, c'est ça. Alors, je fais un bout de causette avec elle pour qu'elle me parle de ce mouvement de décider de quitter une chaîne d'information Mmh. continue en économie pour se lancer uniquement sur les réseaux sociaux. Eh C'est ben, c'est- c'est bienvenue au signe des temps. club. Ben oui, Bien exactement. bienvenue Voilà. au club. Voilà, on est ravis de l'accueillir dans le club des médias personnels. J'aime tellement cette appellation-là. Oui. Jérôme, cette semaine, tu parles de quoi? Alors cette semaine, je parle de sycophancy. Est-ce que tu sais ce que c'est que Pardon? la sycophancy? Non. Et non, personne ne connaît ce phénomène qui pourtant on le connaît sans le connaître. En fait, en français, on pourrait traduire ça par la flagornerie, la flatterie. Et en fait, c'est cette tendance des chatbots d'intelligence Ah! artificielle, OK. ChatGPT, et cetera, à être toujours plus flatteurs, gentils, à nous brosser dans le sens du poil, à aller toujours dans notre sens, et avec les conséquences que l'on connaît, puisque Mmh. on en a déjà parlé ensemble. Eh bien, des gens qui vont pas très bien, qui vont se confier à ChatGPT pour trouver du réconfort, ça peut les entraîner parfois à commettre le pire, c'est arrivé, hein. Mmh. Et Ouais. donc c'est un vrai problème. Derrière cette espèce de gentillesse, en fait, il y a un vrai problème de société et aussi un problème technologique. Donc j'en parle avec Grégory Renard, qui est un professionnel, un mec génial. Il bosse dans l'IA depuis plus de 30 ans, qui est installé à San Francisco. Et il nous explique ce qu'est la sycophancy et ce qu'on peut faire pour essayer de limiter les dégâts aujourd'hui et dans le futur par la technologie. Est-ce que ça en fait un psychologue? Ce n'est pas du tout un psychologue, absolument pas. Lui, c'est vraiment un gars de la tech, c'est vraiment OK. un informaticien, et c'est ce qu'il dit. Mais moi, il n'a aucune compétence en sciences sociales, mais il travaille avec des professionnels des sciences sociales, et il a surtout monté une ONG qui s'appelle Everyone.ai et qui vise à essayer de trouver des solutions pour protéger notamment les enfants face à tous ces risques-là. Donc, il y a une vraie démarche derrière, qui est une démarche non-profit qui est super intéressante. Mmh.
Voilà, Bon, ben Grégory écoute, c'était à Renard. écouter dans mon numérique. Absolument. Bruno, je te souhaite une très bonne semaine de ton côté de l'Atlantique. Et puis, je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, puis en attendant, on va donc faire un tour dans toutes les pièces de la maison pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui traîne. Ouais. Salut. Ciao, ciao.